Fait qu'on est avec Marie-Pierre Lessard, plongeuse à l'Aquarium de Québec, directrice de la conservation à l'Aquarium de Québec, plongeuse aussi technique, instructeur de plongée, plongeuse hors contexte de job aussi. Fait que, bref, un peu une accro à la plongée. Probablement la seule personne qu'on reçoit à qui on peut demander comment vont tes ours polaires. La seule personne à qui on peut demander de mettre dans un ordre d'intelligence un caniche, un ours polaire puis une pieuvre. Fait que, on avait envie de te recevoir parce que il y a plein de gens qui ont des questions, de la passion pour la plongée. Beaucoup de gens qui veulent devenir biologistes marins. Tu sais, nous, à la boutique, on en croise quand même souvent. Et puis, je pense que ça va être super intéressant d'avoir ton input là-dessus. Mais avant toute chose, j'aimerais ça que tu te présentes puis que tu nous dises qu'est-ce que tu fais au quotidien. Qu'est-ce que je fais au quotidien que je me présente? Au quotidien, tu l'as dit, je suis directrice de la conservation puis l'officier de plongée à l'Aquarium du Québec. Ça fait, là, je vais tellement vieillir, ça va faire 20 ans cette année que je suis là. Moi, je suis rentrée en 2004 et je suis rentrée là par défaut, en réalité, parce que je travaillais en recherche avant, puis les protocoles de recherche sur lesquels que je travaillais sont tombés à l'eau, il n'y avait plus de financement, puis je travaillais plus avec des animaux, fait que ça m'intéressait plus, puis je suis rentrée là comme... juste parce qu'il y avait une job, puis j'avais jamais pensé travailler dans un aquarium. J'ai dit, hey, il y a des animaux au moins. De formation, je suis technicienne en santé animale, fait que je voulais travailler avec les animaux. Puis... T'étais plongeuse à ce moment-là? Non, j'avais jamais pensé... Quand je suis rentrée à l'aquarium, je n'avais jamais pensé travailler dans un aquarium. Les poissons ne m'intéressaient pas et je n'avais jamais pensé faire de la plongée. Okay. Ça a changé depuis? Un peu, oui. Je suis rentrée à l'aquarium en 2004 comme technicienne en santé animale et là, veux pas, tu rentres là, puis tu as l'équipe de plongée qui s'occupe des animaux. Donc, je commence à m'intéresser un peu à la plongée et en 2005, je décide de faire mon open water pour moi, là, vraiment de façon personnelle à l'extérieur. Puis c'est en 2006 que j'ai intégré l'équipe de plongée là, à l'aquarium. Donc, depuis 2006, là, à l'aquarium, j'ai fait comme tous les postes que tu peux avoir là, dans une équipe de plongée dans un aquarium. Puis, je suis tombée dedans, là, carrément. Là, autant pour les poissons que pour la plongée, là, c'est vraiment une passion. Là, tout le monde le sait. Là, quand je me sais avec quelqu'un pour jaser, c'est rare que je suis capable de ne pas parler de mon travail. Donc, c'est ça. Fait que j'ai fait tous les postes pas possibles, autant au niveau de la plongée qu'au niveau de la conservation. Donc, je suis partie technicienne en santé animale jusqu'à devenir la directrice de la conservation. Et en 2018, là, je suis devenue l'officier de plongée à l'aquarium. Et en 2020, je suis devenue la directrice. Ce qui fait que là, j'ai comme le plus beau poste ever que tu... Parce que moi, personnellement, je ne pourrais pas avoir une plus belle job que ça parce que je suis capable de combiner vraiment ma passion de la biologie avec ma passion de la plongée. Puis c'est mon travail de faire ça. Fait que c'est vraiment... C'est ça. C'est... Fantastique. Ouais. Je veux juste savoir si tu entends le clic-clic de la chaise. Ah oui, parce que je bouge, hein? Oui, je l'entends un petit peu. Ouais. Tu veux que j'arrête de bouger? Tu veux-tu switcher de chaise avec Marie? Non, mais parce que toi, tu vas parler beaucoup, puis je pense que toi, tu sais, nous, on parle moins, on est plus dans les questions. Mais moi, je l'entends, fait que, tu sais, si on le... Oui, mais je l'entendais, mais je l'entendais. C'est la chaise parce que je parle... Parce que d'habitude, moi, je parle debout. Non, mais c'est bien correct. C'est bien correct. Ah, c'est beau, celle-là fait pas de bruit. C'est parfait, ça paraît non, pas. Mais d'habitude, il n'y a pas de bruit. Toi, si tu bouges, c'est que ça dit. Oui, il y a un petit... Tu peux pas te balancer, mais je vais arrêter de comme bouger. tu fais d'habitude. Là. Veux-tu que je la prenne, moi? Non, OK. c'est bien correct. Ben ça, moi, d'habitude, quand je parle debout. Fait que, tu sais, puis j'ai les mains qui se font aller. Ah, mais c'est bien correct, il n'y a OK. pas de trouble. Mais je me disais qu'au bout d'une heure, là, ça allait peut-être nous gosser un peu plus. Ouais, exact. Bonne idée. Fait qu'on pourra couper ça, puis... on laisse ça. On laisse ça, ouais. Ben oui, c'est le bruit d'ambiance, c'est correct. Tu disais, tous les jobs, tu as fait tous les jobs qu'il y a à l'aquarium. Ça ressemble à quoi, votre équipe de plongée, tu sais, les emplois qu'il y a dans le contexte d'un aquarium? Bien, à la base... historiquement, les plongeurs, c'était tous des gens qui arrivaient du département de conservation, donc des guides animaliers qui s'occupent des animaux, autant des poissons que les mammifères marins. Et après ça, certains d'entre eux avaient une affinité pour la plongée, donc ils étaient intégrés à l'équipe de plongée. Fait qu'il n'y avait pas avant de plongeurs à temps plein à l'aquarium. Tout le monde plongeait 1 ou 2 fois par semaine et venait aider comme assistant de surface aussi 1 ou 2 fois par semaine pour faire, pour faire les activités de plongée qu'on a à faire vraiment sur le site. Mais là, c'est ça. Mais depuis quelques années maintenant, nos projets de plongée en conservation se développent beaucoup. Fait que maintenant, on est rendu avec... une plongeuse à temps plein qui est Florence, qui est l'assistante officier de plongée à l'aquarium. Fait qu'elle a fait
que ça. Son travail, c'est Wow. s'occuper de la plongée à l'aquarium. Et aussi, c'est ça. Puis elle m'aide vraiment, là. Ben, elle m'aide. C'est elle, pratiquement, qui prépare tout au complet, là, pour faire, quand on fait les projets à l'extérieur, là. C'est vraiment elle qui est sur le terrain, puis c'est elle qui prépare toute la logistique pour faire ça. Fait qu'on a, maintenant, on a une personne à temps plein, puis on a, je pense, on a un petit nouveau qui est en formation en ce moment, là, mais on a 4 ou 5 personnes, là, dans les guides animaliers qui vont aussi participer aux activités de plongée à l'aquarium. Fait que ces plongeurs-là, de façon journalière, vont embarquer dans le grand océan, faire du nettoyage, nourrir les animaux marins, entretenir l'équipement de plongée, puis en parallèle, vont participer à des projets de conservation. Oui, c'est en plein ça. Au quotidien, ils vont plonger quoi, une fois par jour? Ben, les tâches en général, on a des plongées pratiquement tous les jours à l'aquarium pour faire l'entretien. Le grand océan, c'est vraiment lui qui nous prend le plus de temps, pour l'entretenir, parce que c'est ça, on veut que ça reste beau. Une des choses que les gens trouvent des fois, c'est que quand ils voient un peu d'algues sur les vitres, Ouais. souvent, c'est quand on est en eau plus chaude, les algues se développent vraiment très, très, très rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les poissons, eux autres, ça les dérange pas, les algues. C'est vraiment comme 100% esthétique, mais on veut que les clients aient un beau rendu visuel. Fait que ça, c'est important. À tous les jours, il faut qu'on frotte. C'est comme... Si t'aimes pas frotter, viens pas plonger à l'aquarium parce que tu vas trouver ça long longtemps. Et après ça aussi, il faut nourrir les poissons plusieurs fois par semaine. Le grand océan, maintenant, est à une température de 18 degrés, fait que ça demande vraiment que les poissons mangent plusieurs fois par semaine, 3-4 jours par semaine. Fait que, Plus c'est chaud, plus ils ont faim? oui, plus c'est chaud, plus ils ont faim. Quand on tombe dans des poissons... Moi, c'est le contraire, tu vois. Quand on tombe dans des poissons exotiques, là, 24-25 degrés, là, c'est à tous les jours. Puis il y en a OK. même que c'est 2 puis 3 fois par jour. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de misère à se réguler? C'est le métabolisme qui est plus le métabolisme est vraiment plus rapide. OK. On a des animaux à l'aquarium qui mangent 2 fois par semaine. OK. En eau froide, là, dans nos poissons qui sont en 6-7 degrés, là, c'est du 2 fois par semaine. Ah, Puis, ouais. Puis comment ça se passe, nourrir les poissons à l'aquarium? ben ça, on parle... Parce qu'on ne saupoudre pas de la poudre à poisson Non, rouge sur le top du non. bassin. Ben, on a comme un gros travail qui se fait en amont avec notre équipe de vétérinaires qui vont vraiment faire des diètes. Fait que chaque animal à l'aquarium a une diète selon est-ce qu'il est végétarien, il est-tu carnivore, y a-tu un besoin en vitamines spécifiques, Ouais. la grosseur. Donc, on va vraiment avec la biomasse d'animaux qu'on a dans nos bassins pour calculer nos quantités. Puis, c'est distribué vraiment selon les recommandations des vétérinaires. En général, on est capable de les nourrir à partir de la surface, là, de mettre la nourriture à la surface, puis on est capable de voir les animaux qui mangent. Mais Ils viennent comme chercher à oui, la c'est ça, surface. puis ils sont habitués, on s'entend, là. Mhm. Quand ils nous voient arriver de loin, là, ils savent, là. Mais il y a des bassins comme le Grand Océan où est-ce que c'est trop grand, puis il y a des poissons qui sont un peu plus timides, qui viennent pas à la surface, fait qu'on n'a pas le choix de plonger pour aller les nourrir, pour s'assurer que vraiment que tout le monde mange bien. Puis il y a des animaux, tu sais, comme tous nos petits invertébrés, quand on se promène dans le Grand Océan, il y a comme un tapis rose dans le Grand Océan, qui nos anémones fraises. Bien, ça, c'est des anémones qui ne peuvent pas venir à la surface Mhm. manger. Fait qu'il faut vraiment qu'on prenne la nourriture, qu'on aille faire des nuages de nourriture alentour d'eux pour que les petites tentacules des anémones soient capables de capter la nourriture. Puis pour les poissons plus discrets, c'est comme dans une seringue, puis tu vas vers lui, puis tu lui donnes? On peut soit juste lâcher des morceaux en avant OK. d'eux, mais il y en a carrément à la fin, on va se garder une quantité de nourriture, qu'on va aller faire des petits monticules de nourriture un peu partout dans le bassin pour que quand on est parti, puis Ils que la vont y journée aller achève, ben eux autres, ce qui va rester, ils vont passer puis ils vont aller manger. Fait qu'on a vraiment comme des stratégies selon le caractère de tout le monde. C'est comme le Weight Watcher du Grand Océan. C'est Ouais. malade. C'est ça. Ah, c'est intéressant. La hein? diète spécifique pour Ouais. chaque poisson. Y en a-tu qui sont vraiment comme plus... qui ont plus de contact avec les plongeurs, tu sais, tu me parlais d'un esturgeon, entre autres. Là, Le fameux esturgeon. Ouais. Il faudrait que je redemande à Florence. Florence puis Stéphane lui ont donné un petit nom d'amour que je me rappelle pas, mais bref, à toutes les fois qu'on plonge dans le Grand Océan, il vient nous voir, là. Tu sais, là, il en est tannant, là. T'es en train d'essayer de nourrir, puis il est dans ta face, là. Il est là, puis là, il passe, puis il retourne, puis il revient, puis il est encore dans ta face. On descend dans le bassin, puis il est spoté dans un coin, là, puis il nous voit arriver, puis il vient nous trouver, puis il passe toute la plongée alentour de nous autres. C'est un esturgeon affectueux. Oui, assez affectueux, clairement. C'est ça. Puis le pire, c'est que c'est un esturgeon qui a comme pas d'affaires dans le Grand Océan parce que c'est un esturgeon noir. Puis il fit comme pas dans la collection parce que nos collections à l'aquarium, c'est des collections par région géographique. Ouais. Donc, le Grand Océan, en ce moment, ça représente le sud de la Californie.
Puis notre esturgeon noir, ben c'est un esturgeon de l'Atlantique. OK. Mais notre bassin atlantique, qu'on a de nos poissons d'Atlantique, il est trop froid pour lui. En temps normal, il vit dans des températures plus tempérées. Fait que puis il est assez gros. Fait que le seul bassin qui fit, c'est là. C'est celui-là. Fait que c'est Puis comme un on poisson en l'aimait- vacances. On l'aimait trop. Ben oui, c'est ça. On l'aimait comme trop pour le donner à une autre institution parce qu'on fait ça, nous, dans la vie, quand on ne peut plus héberger un poisson, on va faire appel aux autres aquariums. On va dire, hey, le voulez-vous? Tu sais. Ouais. Mais là, on a fait non, on l'aime trop. On a fait, c'est pas grave, le monde s'en rendra pas compte. Ou bien ça fera une anecdote à compter, mais qu'on fasse les présentations. C'est une espèce invasive. Oui, c'est ça, du grand océan. Tu parlais des projets de conservation. C'est quoi un projet de conservation? Puis c'est lesquels les projets de conservation dans lesquels vous êtes impliqués à l'aquarium? Ben, à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que l'aquarium, notre but premier, c'est une mission de conservation parce que, tu sais, c'est beau présenter des animaux, mais on ne présente pas des animaux juste pour présenter des animaux. Tu sais, on a une mission en arrière de ça qui est la conservation des espèces et des milieux naturels où vivent les animaux qu'on présente à l'aquarium. C'est-tu le cas de tous les aquariums qui ont Je une le- mission de conservation? Je le souhaite. Oui, OK. Bien, je dirais que tous les aquariums, toutes les institutions zoologiques qui sont accréditées, soit par la ZAC, qui est l'Association canadienne des zoos et aquariums, ou à la ZEDA, qui est l'Association des zoos et aquariums, qui est plus américaine. Mhm. Là, tu n'as pas le choix. Ça fait partie de tes normes. Quand tu te fais accréditer, que tu te fais inspecter, ils te demandent de déposer tes projets, de dire combien tu as investi par rapport au... t'as comme Un budget de conservation à respecter. à respecter par rapport à ton budget de roulement que tu as. Mhm. Tu sais, ça, mettons que, je sais pas, tu reçois 500 000 visiteurs par année, bien, sur tes 500 000, il faut que tu aies une partie de tes revenus que ça, que tu es obligé de prendre pour faire des projets de conservation. Tu n'as pas le choix. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas accrédité. OK. Pour les institutions qui ne sont pas accréditées, je peux pas dire. Je OK. peux pas... eux autres, ils n'ont pas de barème, ils n'ont pas d'obligation. Mais nous, vu qu'on est accrédité, on est obligé de le faire. OK. Fait que oui, on en a. Puis là, tu sais, vu que je suis devenue la directrice de la conservation, puis quand je fais de la plongée, ben puis en même temps, on a essayé de trouver quelque chose qui se démarque des autres endroits. Tu sais, je peux parler comme du zoo de Granby, qui ont des super beaux projets de conservation sur des chauves-souris, sur des espèces d'oiseaux, sur la tortue molle à épines, mais eux autres, c'était un zoo, tu sais, des oiseaux puis des chauves-souris, c'est aérien. Nous, si on veut se rattacher avec notre mission aquatique, ben Faut aller dans si l'eau. on veut protéger ce qu'on montre à l'aquarium, ben on n'a comme pas le choix d'aller dans l'eau. Ça fait que ça fait comme du sens. Un moment donné. C'est pas tiré par les cheveux. Moi, je trouve que ça fait du sens. Fait que les projets qu'on a en ce moment, le plus gros projet qu'on a, ben Stéphanie, tu l'as vécu avec nous autres cette année. On a commencé un projet qui va durer 5 ans au parc de l'île Bonaventure et du Rocher-Percé. Vraiment, à l'île Bonaventure, il y a des activités de plongée qui se font là à toutes les années. C'est le club de plongée de Percé qui est là, qui amène des plongeurs plonger. La CEPAC n'a pas d'informations à savoir si ces activités-là ont un impact négatif sur l'environnement, c'est-à-dire les sites de plongée en tant que tels. Est-ce que la biodiversité puis la quantité d'animaux qu'on trouve en ce moment sur ces sites-là, est-ce qu'il y a une différence par rapport à quand il n'y en avait pas? Donc, c'est vraiment la question que la CEPAC se posait. Et vu qu'on fait de la plongée scientifique à l'aquarium, nous, on a dit, on pourrait partir investiguer là, vraiment partir un projet de recherche pour aller voir s'il y a un impact ou pas. Et s'il y en a un, le but, c'est pas d'arrêter les activités de plongée, c'est de faire comme dans beaucoup d'autres endroits qui sont très populaires, de trouver des solutions pour que les activités puissent continuer. Sensibiliser les gens. Si on prend juste le fameux Cozumel que tout le monde connaît, maintenant, Cozumel ferme des sites de plongée pendant des saisons pour permettre à ces endroits-là de se régénérer. Ce qu'on a de particulier au Québec, tout le monde le sait, là, on a un hiver au Québec, puis l'eau est froide. Comme tantôt, on parlait de la bouffe pour dire que les animaux, ils mangent moins quand l'eau est froide, mais s'ils mangent moins, c'est parce que le métabolisme est ralenti. Puis si ton métabolisme est ralenti, tout est ralenti. Donc, tu grandis moins vite, tu te régénères moins vite. Si tu es blessé, tu guéris moins vite. Petit exemple, admettons qu'on fait une chirurgie sur un poisson. Si, mettons, je fais des points de suture sur un poisson en eau chaude dans 3 semaines... J'espère que ce n'est pas des points fondants. Non, c'est là... C'est Même, pas le pire, hein?
Le pire, c'est que si je fais des points fondants sur un poisson en eau chaude, dans une couple de semaines, ils seront plus là. OK. Si je fais des points fondants sur un poisson en eau froide, dans 6 mois, ils sont encore là. Ah ouais. Parce que c'est en eau froide. Puis la cicatrisation se fait vraiment beaucoup plus lentement. Donc, même si certaines personnes ont dit « Ouais, mais il y a beaucoup moins de plongeurs à Bonaventure qu'à Cozumel », j'en conviens. Mais si tu as un impact sur ton milieu a beaucoup moins de capacité à se régénérer Mhm. qu'à Cozumel. Donc, la question qu'on se pose, c'est ça, c'est est-ce que la quantité de plongeurs qu'il y a est suffisante pour avoir un impact sur le milieu? S'il y en a un, quel conseil, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que les milieux soient protégés? Est-ce qu'on change les endroits où qu'on plonge? Est-ce qu'on ferme des sites? La CEPAC le fait déjà à certaines périodes de l'année là, pour protéger les sites de nidification qu'il y a autour de l'île. Puis aussi, la question qu'on se pose, c'est que justement pendant la période hivernale, nous, on a la chance d'avoir, pour les animaux, ils ont la chance d'avoir un hiver, ce qui fait que pendant l'hiver, on ne peut pas plonger. Fait qu'on a comme une période de repos obligatoire de, mettons, 7-8 mois par année. Fait que ça, est-ce que c'est assez? Mais vu que les animaux se régénèrent moins vite, c'est assez. Si on était à Cozumel, puis que Cozumel fermait 100% 7 mois par année, moi, je suis pas mal convaincue qu'on n'aurait pas les problèmes qu'on a là en ce moment. Mhm. Mais ici, au Québec, on a la chance d'avoir 7 mois de repos, mais dans le est-ce gros que frais. c'est assez? Parce qu'il fait froid. Ouais. Fait que, tu sais, c'est des questions qu'il y a comme pas personne qui se sont posées à date parce que toutes les études qui sont faites sur, justement, les impacts de la plongée sur les milieux naturels, ça se fait à Cozumel, ça se fait à Bonaire, ça se fait en Thaïlande, ça se fait dans les gros sites qui sont vraiment super populaires. Fait qu'on commence ça pour 5 ans. Fait que dans 5 ans, on devrait avoir, on espère des réponses. Puis selon les réponses qu'on va avoir, on va essayer d'agir en conséquence. Puis d'ici là, on peut faire la sensibilisation. Tu sais, le Oui. fait de te recevoir aujourd'hui puis de penser à ça, bien, les prochains plongeurs qui vont plonger à Bonaventure vont peut-être dire « Ouais, il faudrait peut-être que je fasse attention un petit peu plus aussi. » Bien oui, puis c'est un super bon point parce que, tu sais, tout le monde a dans sa tête le fameux plongeur qui se fout de sa flottabilité, là, puis qui part, puis qui a comme un nuage d'oursins qui lève en arrière de lui, puis qui fait pas attention, puis qu'il se pogne après tout. Oui, évidemment, ce genre de plongeur-là, nous aimerions l'éduquer pour qu'il fasse attention à son milieu. Ça, c'est sûr et certain. Mais même quand tu es un plongeur, que tu as une belle flottabilité, que tu es conscient de ton milieu, tu peux quand même avoir un impact. Juste le fait d'être là. Puis le meilleur exemple que je peux donner, c'est que justement, pendant les recensements qu'on faisait, il y a des sites, quand tu plonges là-bas, il y a des sites que tu as beaucoup de très gros rochers, puis tu as une super belle faune vraiment sur tous les rochers, mais tu sais, des rochers de 15-20 pieds de haut. Fait que tu peux recenser le rocher à plusieurs profondeurs. Donc, on avait comme 3 plongeurs qui recensaient. Fait que mettons que j'en mets un en bas, j'en mets un 5 pieds plus haut, j'en mets un autre 5 pieds plus haut. Puis là, un moment donné, le plongeur d'en bas, il voit un crabe lui passer dans la face. Puis là, je regarde en l'air. Mais c'est pas mes 2 plongeurs qui recensent en haut qui sont en train d'accrocher le bord puis qui font tomber les... Il y a eu peur, disons. Mais même pas. C'est parce que le plongeur, en expirant, ses bulles accrochent la paroi. Puis les animaux qui bougent sur la paroi, ça les décroche puis ils tombent. Fait que mon plongeur en bas, là, il avait une super belle flottabilité puis il dérangeait pas personne. Mais le fait que ces bulles remontent le long de la paroi, ça a fait tomber des animaux. Puis après ça, il y a aussi le fait que si tu rentres, mettons, dans une caverne ou dans un endroit, pas nécessairement une caverne, mais juste un petit plombant, tu fais « Ah, il y a des belles anémones dans ce coin-là, je vais aller les voir. » Puis que tu as des bulles d'air qui rentrent dans l'anémone parce que les anémones, genre, ils ont une bouche, on s'entend au milieu. Si ça rentre là-dedans, la bulle d'air, bien, elle peut finir que par blesser, puis elle peut faire mourir l'anémone. Fait que, tu sais, même si on est super consciencieux puis qu'on fait vraiment attention, on n'a jamais aucun impact quand on plonge. Ça, c'est officiel. Fait que c'est pour ça que déjà à la base, si on fait attention à notre flottabilité, qu'on s'assure de ne pas rien toucher, qu'on ne repart pas, genre qu'on ne s'amuse pas à virer des oursins, voir combien de temps ça prend de temps avant de revenir sur le ventre, puis que, je vois un loup atlantique, je vais lui donner un oursin pour le nourrir, tu sais. Déjà, si on fait toutes ces affaires-là de base, là, on réduit beaucoup notre empreinte, mais tu sais, c'est officiel qu'on n'en a jamais juste 0. Peu importe, c'est ça, il y en a une, ouais. Puis même les meilleurs plongeurs que je connais qui ont des flottabilités extraordinaires et tout, je connais quand même assez peu de plongeurs qui vont laver leur équipement de plongée de façon adéquate de site en site. Oui. Puis même moi, ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie, puis c'est pas une pratique que j'observais là, avant d'avoir des contacts avec toi, puis de parler avec Florence et tout ça. Moi, j'ai jamais lavé mon équipement. Fait que je passais de l'eau salée à l'eau douce, à l'eau douce, à l'eau salée, de percer à... Puis
même ça peut être une façon de participer à la conservation, mais il y a peu de monde qui sont au courant de ça. Quand on voit des anémones, pas des anémones, mais des méduses à Kanawake, là, on peut se faire la réflexion que quelqu'un n'avait pas vidé sa vessie, mettons là. Mais oui, ça, c'est un excellent point parce que moi, personnellement, ça fait partie de mon quotidien. Quand on travaille à l'aquarium, entre chaque plongée, on est obligé de se désinfecter complètement parce que, veut pas, les poissons peuvent avoir des parasites. Puis des fois, on sait que dans un bassin, on a un parasite qui est, tu sais, dans la vie, là, tu sais, en ce moment, on en a des bactéries sur notre peau, tu sais, on n'est pas stérile, puis les poissons, c'est la même chose. Fait qu'il y a certains bassins que, dans certaines conditions, ils vivent bien avec ça. Tu sais, mettons, je vais en nommer un, là, demain, on va faire un peu de science. On va appeler ça du dactylogyrus, mettons. Ça, c'est un parasite qu'on peut trouver sur un poisson. Et on a certains poissons que, à une certaine température, dans certaines conditions, ils vont en avoir un ou deux sur eux autres, puis ils vont vivre avec, puis ça les dérangera jamais. Mais moi, quand je vais plonger dans ce bassin-là, mettons que j'ai 2-3 dactylogyrus là, qui se fixent à mon équipement, puis là, je fais comme « Ah! » Ils me disent « Marie, tu irais-tu juste dans ce bassin-là? Genre, il y a ça qui est tombé dedans ou quoi que ça. » Je fais comme « pas de problème. » Puis là, je fais « ça va prendre 2 minutes, je me désinfecterai pas. » Mais ce petit dactylogyrus-là, s'il tombe dans l'autre bassin avant que je me sois désinfectée, puis qu'il tombe dans un bassin où que les animaux, eux autres, qui sont dans un eau qui soit plus froide, qui sont pas dans des conditions vraiment optimales, peut-être que sur le coup, ça paraîtra pas. Puis ça, à un moment donné, il y a un stress sur ces poissons-là. Et là, le dactylogyrus va faire comme, voilà ma chance, et il va se développer, et là, on va avoir des problèmes. Fait que, moi, dans ma tête, c'est un no-brainer. Tu sais, genre, je sors d'un bassin, je me désinfecte. Quand on plonge en milieu naturel, c'est quelque chose qu'on devrait faire tout le temps aussi. Pour les espèces invasives, ça, c'est comme la raison pour le faire. On a quand même la chance que si tu n'as pas un gros désinfectant, tu sais, nous, on a des désinfectants... si je peux faire... Bon, je fais de la publicité, peut-être qu'ils vont me payer après. Le Timox, c'est un produit qui est comme naturel. Là, c'est fait à base de thym. Ça sent pas super bon, mais c'est vraiment super efficace. Tu peux t'entraîner avec toi, te faire un bac, puis, ou bien juste un pulvérisateur pour nettoyer ton stock. Mais quand tu passes de l'eau chaude, pas de l'eau chaude, mais de l'eau salée à l'eau douce, ça fait une certaine désinfection parce que c'est vraiment pas tous les parasites puis tous les spécimens qui peuvent survivre d'un à l'autre. Fait que quand tu sors de plonger, mettons de l'eau salée, de juste faire un très gros rince à l'eau douce, c'est déjà comme une bonne idée. Puis après ça, laisser sécher ton matériel. Tu sais, rincer de la vaisselle à l'intérieur de ta veste, rincer tout ton stock comme il faut, puis de le laisser sécher vraiment plusieurs jours. Puis si tu fais des plongées successives, que je sais pas, moi, une journée, le meilleur exemple que je peux vous donner, justement, comme moi, personnellement, en ce moment, on a un autre projet de conservation qu'on travaille avec Bleu Massawippi, au lac Massawippi, sur la moule zébrée. Denis Mongeau, qui travaille là, travaille également au lac Memphremagog, qui est à côté. Le lac Memphremagog, lui, il est infesté de moules zébrées. Là, le contrôle est perdu, là, c'est vraiment... Et lui, il travaille dans les 2 lacs. Bien, lui, personnellement, il a 2 kits de plongée. Ah ouais. Il a son kit quand il est à Memphremagog, puis il a son kit quand il est à Massawippi, parce que même s'il désinfecterait son stock entre les deux, il n'a pas confiance que ça serait assez désinfecté. On le sait qu'il y en a de la moule zébrée dans le lac Massawippi, mais on n'est pas obligé d'en rajouter une couche. Fait que c'est vraiment super important. Mais quand moi, je sors du lac Massawippi, on revient à l'aquarium, là, ça a beau être dans nos bassins à nous, tout passe, c'est pas juste de la pulvérisation. Nous, on passe un bac à l'eau douce, on trempe dans le Timox, on attend que ça désinfecte, on rince à l'eau douce, puis après ça, on accroche, puis on laisse sécher. Ouais. Donc, c'est quelque chose c'est vraiment une bonne habitude que les gens pourraient prendre. Surtout quand tu vas toujours plonger dans le même lac, c'est tel quel. Quand tu vas toujours plonger, justement, au lac Massawippi, tu vas toujours plonger aux Escoumins, quelque chose de genre, c'est tel quel. Tu rinces ton stock pour le garder en bon état. Mais si tu changes de place... On est rendu pas mal partout avec des stations de nettoyage pour les bateaux, pour les paddleboards, là. C'est le stock de plongée. On pourrait l'ajouter là-dedans, ça ferait bien. Oui, parce qu'au final, je pense que ce que les gens, des fois, savent pas ils peuvent avoir un impact là-dessus, mais ils savent pas non plus les impacts que, par exemple, l'intégration de la moule zébrée dans des milieux peut avoir. C'est la perte d'espèces marines, c'est la perte c'est des coûts astronomiques pour les municipalités parce que les prises d'eau deviennent pleine de moules zébrées, c'est la nidification dont tu parlais plus tôt, là, des poissons qui se fait plus. Fait que, c'est la pêche qui peut être affectée. Oui, parce que tu as des espèces qui disparaissent, tu as des espèces qui sont plus capables de se reproduire carrément. Là. Incroyable. Oui, parce que juste la moule zébrée, ça fait
2 ans que je plonge en Ontario. Puis, tu sais, l'année passée, il y avait beaucoup de moules zébrés, puis on voyait même pas les épaves, là, tu sais, c'était comme que des murs de moules zébrés. Puis cette année, il y en avait beaucoup, beaucoup moins. Puis, tu sais, on s'est mis à voir non seulement l'épave avec son bois, mais aussi des nouveaux poissons. Puis peut-être pas des nouveaux poissons, mais des poissons que moi, j'avais jamais vus encore là-bas, à part les petits gobies là, de fond. Fait que c'est le fun pour nous d'en profiter, alors aussi bien s'en occuper, juste pour le plaisir récréatif. Puis comme tu viens de tout mentionner, là, les impacts qu'on peut avoir avec ça après. Oui. Je regardais le Facebook de l'aquarium, puis bon, les ours polaires, on en parlait plus tôt, mais puis dans les commentaires, il y a des gens qui disent « Ah, pauvres animaux, pauvre captivité ». Qu'est-ce que tu aurais envie de répondre à ces gens-là qui sont un peu contre les aquariums, les zoos et tout ça? La bonne réponse, ce serait quoi? Bien, la bonne réponse, je dirais que, bien, premièrement, comme je disais tantôt, on n'est pas là juste pour montrer des animaux. C'est comme les animaux, c'est comme un moyen pour nous de sensibiliser les gens. On parlerait, on irait faire un vox pop dans la rue, là. Je sais que la rue, c'est pas très passante, là, mais mettons qu'on s'en va. Dans le Vieux-Québec. Mettons qu'on s'en va dans le Vieux-Québec, là, puis qu'on demande à monsieur, madame, tout le monde, là, combien d'ours polaires avez-vous la chance de voir dans votre vie? Combien de phoques communs? Combien, tu sais... Les gens, de plus en plus, vivent dans les villes, sont pas connectés avec leur environnement, sont pas connectés avec la nature. Puis le fait d'avoir des animaux en présentation dans un milieu zoologique, ben ça permet vraiment d'éveiller la conscience puis l'intérêt des jeunes à l'environnement. Puis encore plus, je pense, en aquarium, parce que ce qui est en dessous de l'eau, on le voit pas. On le voit pas, c'est ça. Puis ce qu'on voit pas souvent, c'est pas que les gens sont mal intentionnés ou quoi que ce soit, mais l'humain est fait comme ça. Si tu le vois pas, ça n'existe pas. C'est comme un déni général là, qu'on est capable de faire. Là, on met ça dans un petit coin de notre tête. Puis veut pas, l'environnement aquatique, quand on parle de les problèmes qu'on a en ce moment sur notre planète, l'eau, l'environnement aquatique, c'est vraiment est au cœur du problème. Là, les réchauffements climatiques, les inondations qu'on a, l'acidification des océans, les zones mortes maintenant où est-ce qu'il n'y a plus d'oxygène dans des parties des océans. Les animaux ne peuvent plus vivre là parce qu'il n'y a juste plus d'oxygène. Le réchauffement climatique, le blanchiment des coraux, toute la production, on parle souvent des forêts, de la déforestation, mais maintenant, on sait que toute la production de microalgues dans les océans, en réalité, c'est ça qui crée le plus d'oxygène sur la planète. Donc, si l'océan est plus capable de nous fournir d'oxygène, demain matin, ça se peut qu'on trouve ça un peu moins drôle. Fait que c'est vraiment un moyen qui est vraiment très, très... tangible. Oui, c'est ça. C'est un moyen qui est fort, qui est tangible, qui est réel, qui permet vraiment aux gens de se connecter avec la nature. Puis en même temps, ben nous, ça nous donne une façon de sortir également. C'est pour ça que les projets de conservation, on les fait à l'extérieur de l'aquarium, parce que c'est vraiment, oui, les animaux qui sont là, on s'en occupe, on a une équipe d'experts qui sont là pour s'en occuper, mais c'est pour sauver puis pour sauvegarder l'environnement dans lequel ces espèces-là vivent qu'on est là également. Fait que c'est vraiment, c'est ça, notre pourquoi, là, votre why, votre mission. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça. C'est vraiment pour cette raison-là. Puis les gens, souvent, font comme « Ah, pauvre animal, il est en captivité, puis tout ça. » Puis là, des fois, je me permets de m'asseoir, faire comme « OK, prends 4 secondes d'écart, là, puis vois la vie de la façon que nous, on s'en occupe. » Parce que je peux parler pour moi, là, pour mon institution, comment est-ce que moi, je sais qu'on s'occupe. Là, je suis la directrice de la conservation. Donc, si un animal n'est pas bien, là, c'est dans ma cour que ça tombe. Et la dernière chose que je veux, c'est que j'ai un animal qui est sous ma responsabilité qui aille pas bien. En milieu naturel, en général, il commence à sortir plein d'études là, que les animaux en milieu zoologique vivent beaucoup plus longtemps qu'en milieu naturel. En milieu zoologique, les animaux, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment respecter tous les choix des animaux qu'on pourrait dire. Donc, il peut manger, on lui offre de la nourriture, on lui offre une nourriture qui est variée, enrichie, qui répond à tous ses besoins alimentaires. Il peut se reposer quand il veut. On lui laisse le choix, comme, je prends les ours, c'est un très bon exemple. Les ours, ça va arriver souvent là, que les gens vont venir à l'aquarium, on va faire comme on les voit pas, vos ours.
On les voit pas, vos ours. Sont où, vos ours? Ben nos ours, ils ont un super grand enclos, mais nos ours ont une place dans l'enclos où est-ce que, volontairement, vous pouvez pas les voir. Parce qu'on veut pas que nos ours soient tout le temps à la vue de tout le monde. On veut qu'ils aient le choix. Donc, mes ours, quand ils sont à l'extérieur, ils ont le choix de monter dans une partie de l'enclos où il y a des arbres, puis là, il n'y a personne qui les voit. Puis en plus, on laisse les quartiers intérieurs ouverts. Fait que moi, j'ai 3 ours à l'aquarium, ça se peut que vous passiez pendant 1 heure puis que vous voyez aucun ours. Parce qu'ils ont le choix. Mais ça fait partie de leur bien-être. Tu sais, fait que, tu sais, d'un certain sens, les gens font comment? On les voit pas, c'est plate. Oui, mais c'est pour leur bien-être. C'est pour leur donner le choix. Quand ils sont devant vous autres, puis qu'ils s'amusent devant vous autres, puis qu'ils vont plonger dans le bassin, c'est parce qu'ils ont le goût d'être là. Ils ont envie d'être là. C'est ça qu'ils veulent. Fait que ça fait qu'on... Puis après ça, ils ont accès à des soins. Ils ont accès... tu sais, il y a des animaux qui meurent en milieu naturel parce que ils vont s'accrocher à quelque part, ils vont se faire une blessure, ils vont se battre avec un autre animal, l'infection va prendre, puis ils vont finir par se... Puis les animaux, en vieillissant, ils vont devenir un peu plus faibles, ils vont devenir facilement la proie. T'sais, moi, des animaux à l'aquarium, une de mes plus grandes tristesses que j'ai eues à l'aquarium, c'est justement, il y a 3 ans, quand on a perdu Eddie, qui était un de nos ours polaires. Il était rendu à 21 ans. Puis il est vraiment mort d'une maladie dégénérative de vieil ours. Mais un ours en milieu naturel, ça ne meurra pas d'une insuffisance rénale, tu comprends? Ça va se faire manger avant, ça va se faire tuer avant parce qu'ils sont rendus faibles, ils sont plus capables de se défendre. Fait que, tu sais, leur vie est comme beaucoup plus facile en milieu zoologique qu'en milieu naturel. Je peux pas dire, tu sais, est-ce qu'un est mieux que l'autre? Moi, je pense qu'un a besoin de l'autre. Je pense qu'en ce moment, là, on n'est pas dans un environnement où est-ce que... On n'est pas dans un monde de licorne où est-ce que tout va bien, puis que les ours polaires, à toutes les années, on dit qu'il y en a 3000 de plus dans le nord parce que la reproduction va bien, puis que les glaces tu sais, genre, cette année, la glace est beaucoup plus grosse que l'année dernière, puis les ours sont embarqués sur les glaces 1 mois plus tôt cette année pour aller se nourrir de phoques, là. C'est pas arrivé cette année, hein? Puis je pense pas que ça va arriver non plus l'année prochaine. Fait que moi, je pense qu'un a besoin de l'autre. Puis, un autre des aspects qu'on a à l'aquarium, c'est que, vu qu'on fait partie justement d'une association, c'est que toutes les institutions zoologiques qui ont, admettons, les ours, parce que c'est encore un excellent exemple, on fait partie d'un regroupement où est-ce que tous les ours sont comme dans une liste et on a tous leur profil génétique. Donc, moi, je sais qu'en ce moment, Eddie, je connais c'est qui sa mère, c'est qui c'était son père. Après ça, tous les ours dans les milieux zoologiques, Kinook puis Shuka, même affaire. Humphrey, je sais exactement d'où est-ce qu'il vient. C'est ce qui fait que on peut garder le pôle génétique de cette espèce-là parce qu'il y a des institutions qui font de la remise en milieu naturel. Le zoo de Granville le fait en ce moment avec certaines espèces. Ils les reproduisent au zoo et ils sont relâchés dans leur milieu naturel, soit dans des réserves ou vraiment dans leur milieu naturel pour repeupler les espèces. Nous, pour les ours, en ce moment, on le fait pas parce que les circonstances sont pas là pour le faire. Puis, on est plus en ce moment dans une situation de gérer le problème d'orphelins et justement à cause de tous les problèmes qu'on a dans le Nord en ce moment. Mais on a quand même ce pôle génétique-là. Et si demain matin, on faisait comme, le groupe qui s'occupe de ces ours-là disait, là, on a besoin d'avoir des ours parce qu'on serait prêt à en remettre en milieu naturel, ou on veut faire des études, genre pour voir leur comportement, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'ils s'adaptent, tout ça, on pourrait... Moi, demain matin, je peux me faire dire, Humphrey, là, il a été sélectionné pour telle femelle, eux autres, ils ont un bon pôle génétique compatible, on va les faire vivre ensemble, puis on va les faire se reproduire pour avoir des bébés. Puis moi, demain matin, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Si on me dit demain matin, Humphrey s'en va à tel endroit pour aller se reproduire avec telle femelle parce qu'on en a besoin pour telle raison, je vais lui dire oui quand est-ce que vous en avez besoin. Fait que, on les garde, on les a, on a un pôle génétique, mais demain matin, si cet animal-là peut servir à aider la remise, à augmenter la population, tout le kit, moi, demain matin, Humphrey part demain matin. Là, c'est pas genre, non, j'aurais plus d'ours à montrer à l'aquarium. C'est comme, OK, parfait, Humphrey va être utile pour son espèce, let's go, ça va être ça. Puis l'accès à l'animal n'est pas le même aussi. Avant, on allait chercher les animaux en milieu naturel pour le zoo, l'aquarium, mais là, c'est plus nécessairement comme ça que vous allez les chercher.
Non, ça se fait plus comme ça, là. On s'entend, là, tu sais, oui, avant, là, 20 ans, là, ça pouvait se faire de dire « Hey, moi, j'aimerais ça avoir un ours », puis il y avait une compagnie qui allait te chercher un ours. Là, 20 ans, ça se faisait. Maintenant, ça va être souvent de la reproduction à l'intérieur des institutions qui va se faire, puis c'est des échanges. De toute façon, dans les institutions zoologiques, on vend pas nos animaux. On les échange ou on les donne. Puis ce qu'on va payer, en réalité, c'est les frais de transport, c'est tout. Fait que, tu sais, on ne marchandisera pas un animal. Fait que, tu sais, mon ours, là, demain matin, je peux pas dire « Hey, j'ai un ours de plus, yes, je vais le vendre 1 million, je vais me faire de l'argent avec. » Mon ours, si je le vends demain matin, là, ça va être bien pas je le vends, mais je le donne, ça va être parfait. Tu le veux, ben je te signe un papier, il est à toi, viens le chercher. Tu payes juste pour le transport, that's it. Fait que, tu sais, tu peux pas faire d'argent en vendant, c'est pas un marché d'animaux, là, tu peux pas faire ça. Fait que, tu sais, en bout de ligne, ben c'est ça, sont là, mais fait qu'on les échange. Puis sinon, ben justement, on fait de plus en plus de rescue maintenant. Les ours qui sont... On a arrêté justement la reproduction en milieu zoologique des zoos parce qu'il y a beaucoup de bébés qui arrivent. Fait qu'il faut avoir de la place éventuellement pour des bébés. Il y a un centre dans le nord de l'Ontario, à Cochrane, là, qui font que ça, s'occuper des ours. Les ours sont accrédités, mais ils n'ont que des ours. Fait que s'il y a des ours, des bébés, des orphelins, il y a aussi à d'autres endroits au Canada qu'ils ont des endroits qui sont spécialisés là-dedans. Fait qu'on est vraiment dans le rescue. Même chose avec nos phoques. Les phoques qu'on a en ce moment, c'est des phoques qui ont été soit nos phoques communs, on en a qui sont nés à l'aquarium, d'autres qui ont été rescapés. Fait que, tu sais, c'est vraiment maintenant, la nouvelle mentalité, c'est ça. Pour être utile, pour aider les animaux, pour pouvoir avoir des animaux qui sont rescapés, qui étaient blessés, qui n'auraient pas survécu en temps normal. Tu disais tantôt, Eddie, qui était décédé et tout, que ça avait été un grand deuil pour toi. On avait eu l'occasion de juste en avoir parlé avant. Mais quand ces animaux-là sont trop malades, vous les transportez à Saint-Hyacinthe. Oui. Comment ça se passe? Oui, ça, c'est un peu... mettons que c'est un petit peu hors du commun. Tu sais, tantôt, quand on Parce que tu pars pas avec un ours polaire, là, sa banquette arrière? Non, effectivement. Puis comme on parlait tantôt là, de mettre en ordre d'intelligence un ours, un chien puis une pieuvre, tu sais, les ours sont quand même assez intelligents. Fait que dans leur entraînement qu'on fait, un des entraînements super importants qu'on fait, c'est l'entraînement à la cage. Fait que à toutes les séances d'entraînement ou très régulièrement, on va les entraîner à rentrer volontairement dans la cage pour justement que le jour où on a besoin qu'ils rentrent dedans pour de vrai, qu'on n'ait pas à l'anesthésie, qu'on n'ait pas à lui donner de médicaments, qu'ils le fassent de façon volontaire, puis ça diminue vraiment beaucoup le stress. Donc, la fameuse journée qu'il a fallu aller à Saint-Hyacinthe avec Eddie pour le faire évaluer, ben c'est ça. On lui a demandé de rentrer dans la cage. Il est rentré de façon volontaire. Et là, tu te loues un camion parce que tu peux pas mettre ça dans ton auto. Là. Fait que là, tu te loues un camion. J'ai vraiment, avec au fil des années, là, tu développes des contacts. Là, fait que j'ai vraiment une personne de confiance qui est un gars qui s'appelle David No, qui est vraiment, c'est un camionneur de profession. Puis j'ai fait plusieurs transports avec lui. Fait que ça a fait comme David, j'ai besoin de toi. Il dit, file pas, faut aller à Saint-Hyacinthe. Puis il a fait, vous Marie, je m'en viens. C'est vraiment... Fait qu'on a embarqué Eddie dans le... Là, on avait un 53 pieds cette fois-là. ça fait un gros camion. Ouais. Mais des fois, tu peux être transporté dans des plus petits camions, tu sais, puis un ours, c'est comme un chien un peu quand tu le transportes, comme un enfant même qu'on pourrait dire. Tu sais, tant que tu roules, ça va bien. Tu sais, il se couche, puis il s'endort, ça va bien. Puis quand tu arrêtes, mettons, là, pour mettre de l'essence, là, parce que c'est une longue route à faire... Ben, il se réveille, puis il commence à bouger un peu dans sa cage, puis là, ça brasse, tu sais. Fait que, tu sais, ça peut un peu être impressionnant à voir de l'extérieur, de voir un cube là, brassé de gauche à droite, puis tu te demandes ce qui se passe dedans. Mais c'est ça. Fait que quand on part vraiment comme une grosse équipe. Donc, dans le camion en tant que tel, on a le conducteur avec moi, qui est en réalité la personne de... la seconde sécurité qu'on pourrait dire, parce qu'on est obligé de transporter une arme à feu si jamais il arrivait un accident, pour être capable de contrôler l'animal, chose qu'on ne veut pas qu'il arrive. Et on a l'animal avec nous, puis on a un véhicule escorte en arrière avec le guide animalier qui est responsable parce que lui, les guides animaliers travaillent à tous les jours avec les ours. Fait que lui, il connaît son ours, puis c'est lui qui est comme là pour le rassurer, puis nous dire, OK, il est prêt, il est pas prêt, quoi que ce soit. Puis on a également un vétérinaire qui vient avec nous, et le vétérinaire a un fusil anesthésiant avec lui. Fait que justement, si on avait un accident, qu'on n'était pas capable de repartir tout de suite, ou que l'animal était trop agité, ou qu'il se blessait pour X raison, ben on est capable de le sédater pour le calmer, le temps de se rendre jusqu'à Saint-Hyacinthe. Oui, parce qu'un auto
l'autoroute, un ours polaire Sur l'autoroute. Sur là. l'autoroute, Sur on l'autoroute, veut là, pas ça. Là. On va aussi, quand on va faire des trajets, là, comme on a déjà envoyé, en 2020, on avait tout refait l'habitat des ours, fait qu'on ne pouvait pas avoir les ours pendant 2 ans. Puis justement, nos ours avaient été transportés en Ontario. Et là, en ce moment-là, on rajoute en plus les policiers. Donc, on appelle la Sûreté du Québec, la police de l'Ontario, pour leur dire qu'on va transporter un ours entre telle heure puis telle heure, puis on lui donne le chemin qu'on va faire. Fait que si jamais il arrive un accident, on lui donne le numéro de plaque pour être sûr qu'il sache que c'est nous, que s'il arrive de quoi... Il y a un ours à la banquette arrière. il y a un ours à la banquette arrière. Ouais. Puis après ça, il y a tous les permis. Il faut un permis, il faut aviser le gouvernement du Québec, il faut remplir un formulaire pour un avis d'importation d'animal dangereux. Fait que c'est toute la logistique qui vient alentour de ça. Là. Ça prend... C'est ça. Il y a jamais, là on parle beaucoup des ours polaires, Ouais. mais il n'y a jamais de contact vraiment direct entre l'animalier et l'ours. Non, pas les... C'est vraiment un animal qui est traité de façon sauvage. Oui, Il n'y a effectivement. pas de... Ben, gratouille, là. quand ils sont anesthésiés. Ah. On en profite un peu. Ben, moi, la première fois que j'ai fait une anesthésie d'ours, ça, c'était là, longtemps. Là, comme je dis, ça fait longtemps que je suis là. On avait fait un traitement de canal sur un ours parce que c'était cassé une dent, justement, c'était Eddie. Puis, il était anesthésié. On l'avait fait à l'aquarium. Là, fait que, on l'avait installé, puis il était sur sa table. Puis, là, t'avais le dentiste qui s'occupait de lui, puis tout, là. Puis là, là, j'ai embarqué dessus, là, j'ai fait une colle, là, j'étais comme, j'en vivrai jamais ça, non? Ouais, c'est ça. Puis les poissons, les anesthésiés... Est-ce qu'on les ouais. anesthésie? Aussi? Ben oui, on fait même des chirurgies. Ouais, tantôt, tu as parlé Fait de que, point de mais tu, suture. tu, là, sur Ouais, le ouais, poisson. tu le prends dans l'aquarium, Ouais. tu l'attrapes avec un filet. Ouais. Facile, pas facile? Ça dépend. Ça dépend L'esturgeon, qui. mettons. Les surgeons faciles, on sort avec des bras. Ben, ça dépend vraiment des Ok. espèces, mais souvent, on a beaucoup de bassins de réserve en arrière. Fait que ce qu'on va faire, c'est que quand la chirurgie va être planifiée à l'avance, fait que souvent, on va sortir l'animal, on va le mettre en réserve en arrière pour justement qu'il soit prêt, pour qu'il soit plus facile à attraper quand on va faire la chirurgie. Ça se passe comme en plusieurs étapes. La première étape, c'est qu'on va le mettre dans un premier bassin avec l'anesthésiant. Là, le produit, c'est du MS-222. C'est vraiment un produit que tu mets dans l'eau qui se dissout puis qui va être absorbé au niveau des branchies. OK. Fait que ça va vraiment anesthésier ton poisson. Il va vraiment l'absorber comme il respire. Nous, c'est un gaz qu'on respire là, quand on prend de l'isoflurane pour les animaux, ben, même pour les humains. Là. Mais c'est ça. Le poisson, lui, ça va être à travers ses branchies. Un coup qui va commencer à être endormi comme ça, on va le transférer sur une table de chirurgie qui est vraiment faite spécifique pour eux autres. Là, t'as comme un gros morceau de foam avec... on prend des chamois pour nettoyer les voitures, pour les assécher. Là. On les mouille parce que c'est vraiment super doux, c'est pas abrasif. Fait qu'on dépose ça sur le poisson pour être sûr que le mucus... que ça il reste humide puis que le mucus soit pas enlevé parce que c'est vraiment le mucus qui les protège. Puis après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un autre bac d'eau qu'on va rajouter du produit aussi dedans. Et là, on met une petite pompe dans ce bac-là. Puis on prend une tubulure. Souvent, le monde va prendre ces tubulures-là. Quand tu te fais une planche là, pour écrire dans l'eau, là, puis tu te mets comme les petits tubes que tu vas comme rentrer ton crayon dedans. C'est comme en chirurgical. En plein ça. Ouais. Fait qu'on prend ça. On se fait comme à 2 voies, là, on met un Y, puis dans le bout, on ferme les bouts, puis on va percer comme sur le contour, puis on va rentrer ça dans la bouche, puis on va le ressortir par les branchies. Okay. Fait qu'on va faire circuler l'eau d'un branchie pendant toute la chirurgie. Fait que tant que le poisson a un apport en eau comme ça, puis en plus l'eau est bien oxygénée, ben ton poisson il est en vie. Puis nous, on va gérer le niveau d'anesthésie en fonction du mouvement operculaire. Fait que, on va voir si le poisson respire vite, ça veut dire qu'il est passé anesthésié. Si ses opercules arrêtent complètement d'ouvrir, ça veut dire qu'il est trop profondément anesthésié. Fait que ce qu'on veut, c'est avoir un petit mouvement operculaire léger pour dire qu'il dort profondément, mais il est encore assez là. Fait que, puis après ça, c'est incroyable. tu peux faire la chirurgie que tu veux, là, tu sais, les poissons, les problèmes les plus courants qu'on va avoir, on va souvent avoir des tumeurs en arrière des yeux qui vont se développer. Fait que là, à ce moment-là, il faut carrément enlever l'œil puis aller enlever la tumeur. Sinon, les poissons, ils ont... Tu remets l'œil après ou pas? Non, on ne remet pas l'œil, mais on est en train de développer... tu ris, mais on est en train de développer des prothèses oculaires pour nos poissons. Okay. C'est vrai? Oui, on a fait un test sur un banc. Juste esthétique. Oui, juste esthétique. Okay. Ouais. Puis de la façon que tu refermes l'œil, le poisson, c'est vraiment super intéressant parce que
les cellules épithéliales vont se reformer comme dans l'orbite de l'œil. Fait que, éventuellement, tu vas continuer à avoir une petite dépression. Tu vas voir qu'il n'y a plus d'œil, mais ça va devenir de la même couleur que le reste du poisson. Fait que tu ne restes pas avec un... Tu sais, sur le coup, c'est pas beau, là. C'est comme un gros trou blanc, là. Mais couple de mois après, là, ça vient comme de la même couleur, puis le trou se referme un peu. Fait que, ça devient vraiment presque... C'est ça, ça paraît... Si tu le... Il n'y a pas d'œil, mais tu remarques pas qu'il y a un trou. Tu remarques juste qu'il n'y a pas d'œil. Non, c'est ça, c'est pas épeurant. Fait qu'on les garde, on les euthanasie pas parce qu'il leur manque un œil. Là. Fait que, puis en plus, les poissons, ils ont un 6e sens, ils ont la ligne latérale pour les aider à se déplacer. Fait qu'un œil, chez un poisson, ça change pas grand-chose. Fait qu'on est capable de faire n'importe quelle chirurgie. Là. On est capable de faire des yeux, on est capable de les ouvrir carrément au niveau de l'abdomen quand il y a des poissons qui font de la rétention d'œufs parce qu'ils n'ont pas nécessairement toutes les bonnes conditions pour pondre. T'sais, des fois, un poisson, ça a besoin d'une température, ça a besoin d'un substrat particulier, ça a besoin d'avoir 4 mâles alentour. Ça a des fois, là, c'est compliqué des fois la reproduction des poissons, fait que certains poissons vont retenir les œufs. Il n'y a pas de tender. C'est ça, il n'y a pas de tender. Non, on n'a pas de tender de poisson encore. Fait que quand ils vont retenir les œufs, fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir puis qu'on va enlever les gonades, qu'on appelle vraiment les poches dans lesquelles les œufs vont être retenus. Fait qu'on va aller les enlever, après ça, on recoule le poisson, puis oui, il repart. C'est impressionnant. Il repart, on s'entend. On le réveille après ça, on le remet dans son autre bassin pour le réveiller, puis on le surveille, puis quand il va bien, il peut retourner dans son bassin de présentation. Plongée de rêve en 2024 ou dans les années futures, pour toi, personnellement, ça serait quoi? Plongée de rêve en 2024 pour moi. 2024 ou plus tard, là, mettons. Là. Une prochaine. Ça serait quoi une prochaine plongée de rêve? Je te dirais que j'ai vraiment envie de... Je te dirais qu'avec mon travail, j'ai vraiment la chance de faire... Tu sais, je t'aurais dit bonheur à le faire des plongées dans des milieux comme ça, puis j'ai comme la chance de le faire avec mon travail, puis avec des projets que je fais avec d'autres partenaires. Je dirais ce que j'ai envie vraiment, c'est de développer vraiment plus le côté comme environnement. Là, je tripe en ce moment là, de partir avec mon kit puis de faire genre des descentes de rivière ou des choses, des endroits où il y a vraiment beaucoup de monde qui plonge pour aller ramasser du stock. Tu sais, faire un genre de chasse au trésor. Des dépollutions. Ben, oui, de la dépollution, parce que ça, je tripe. Là, tu me ferais faire ça. L'année passée, à Massawippi, justement, on l'a fait pendant une semaine. Là, on a sorti quasiment 5000 livres de déchets. Là. C'était assez incroyable en 4 jours. Là. Ça, je ferais ça en longueur d'année. C'est vraiment... je me tanne jamais. Mais vraiment, tu sais, d'aller fouiller là, pour voir, tu sais, genre, tu sais, une place qu'il y a plein de monde qui se baignent, là, puis qui font des descentes en rivière, d'affaires de même, puis tout le monde perd son téléphone, ses lunettes, puis son portefeuille, là. Tu sais, là, de descendre, d'aller faire de la chasse au trésor comme ça, là. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais ça faire dans les prochaines années. C'est comme un... Avec un petit Jenny détecteur Spring en Floride, dans la rivière qui s'appelle... Avec... Fantasy River, me semble. Je crois. On drift en trip, là, mais c'est le Spring Break, puis il y en a qui font de l'apnée, qui sort facilement avec 6 paires de haut clés, 2 téléphones Apple, un portefeuille, des couteaux à blade rétractables et tout, là. Fait que ce sera ta prochaine destination. Sinon, j'aimerais vraiment, vraiment ça, aller faire de la chasse sous-marine au rascasse. Les poissons envahissants en Floride, là, qu'il y en a plein. Il y a des places que tu prends ton permis puis tu peux aller chasser ça. Là. Ça, c'est vraiment quelque chose... je suis limite un peu hyperactive. Fait que moi, être en dessous de l'eau, puis observer, là, j'aime ça, mais travailler en dessous de l'eau, là, c'est vraiment... le clan d'ail. C'est vraiment... c'est ça, c'est vraiment mon best. Fait que faire de quoi en dessous de l'eau... Moi, ça y va tout seul. Oui, ça y va tout seul. C'est pour ça que, comme tu disais tantôt, tu parlais un peu de la plongée technique. Là. Si je pense que c'est ça qui m'accroche le plus dans la plongée technique, c'est que t'es tout le temps en task loading. Il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu te replaces, faut que c'est vraiment pas juste d'être là puis de... Pas juste de la contemplation, des c'est tâches. C'est ça. C'est vraiment de travailler en dessous de l'eau puis d'avoir... c'est ça. Puis vu que c'est tellement... C'est comme plus compliqué en dessous de l'eau, il faut que plus que tu te concentres. J'ai l'impression, c'est ça, que c'est comme... Tu sors de l'eau, t'es comme... Hey, c'est comme... C'est satisfaisant. Ouais, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on souhaite à l'Aquarium de Québec pour 2024? Est-ce qu'on souhaite à l'Aquarium pour 2024? Bien, on a un nouveau projet qui commence en ce moment. Là. On est en train de travailler sur un projet pour avoir des loutres de mer puis des phoques. Des petites loutres. Ça va être malade. On n'en a jamais eu à l'Aquarium. Ça va être une nouvelle espèce qu'on va avoir. Puis encore une fois, on travaille pour avoir des animaux qui vont venir du rescue. Je sais pas si vous avez vu passer les nouvelles. Là, juste avant les fêtes, là, ils en ont sorti 2 là, dans le coin de Vancouver. Là, des petits poppies, là, genre que la mère, assez live, là, ils l'ont filmé. Là, la mère s'est faite manger par un épauleur, je pense. Puis ils ont ramassé le bébé. Puis ils l'ont filmé, il était sur un bateau en train de faire une visite, là. Puis c'est ça, fait que c'est genre
mettons, un comme ça qu'on voudrait avoir, là. Ouais. Fait que on travaille là-dessus en 2024. Fait que ce projet-là avance à vitesse grand V, qu'on puisse le concrétiser. Puis si on regarde au niveau de la plongée, d'avoir plein de nouveaux projets de conservation, puis d'être capable de promouvoir notre mission, puis d'accrocher encore plus de gens pour que les gens aient le goût de conserver puis de protéger l'environnement dans lequel on vit tous, là, qu'on a tous de besoin. Là. C'est Ben, tellement un beau mot de la fin qu'on va finir Finir là-dessus. sur ces Merci belles beaucoup paroles. d'avoir Ça m'a fait plaisir. d'être venu nous rejoindre. C'est super intéressant. Je pense qu'on pourrait même y aller pour un part 2 à un moment donné. Oui. Parce que parce que je trouve qu'on a comme pas parlé de plongée. Oui, mais en même temps, il y a tellement de choses à dire. Ouais. Merci, Marie. Ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, puis Merci. en espérant que tout le monde ait apprécié autant que nous. Ouais, merci, Mé. Merci. Bye. là. Plonger notre finesse, toute une aventure chez L'éclosion, puis après ça, elle va mourir. Puis le mâle, lui, un coup qu'il va avoir fécondé la femelle, lui, il va dépérir après. Fait que physiologiquement, ils sont faits pour Fait mourir qu'il après la fourre, reproduction. puis c'est après, fini. il meurt. C'est Il meurt. fini, c'est en plein ça. Ouais, fait que tu sais, c'est ça. C'est comme un one-shot deal, tu sais. Tu vis ta vie pour faire ça une fois dans ta vie. Ouais. Tu vis ta vie pour fourrer une fois, puis après ça, C'est finito, fini. tu meurs. Ouais, c'est ça. Mais ils J'espère que sont c'était bon. super Je sais pas intelligents. si c'est triste ou pas. Ben, tu sais, tu Quand même, finis, je trouve. tu sais, tu finis bien ta vie, tu sais. Ouais. Mais les pieuvres femelles puis les mâles, à l'aquarium, on a la chance que, justement, vu qu'on est en milieu protégé puis qu'on est capable de continuer à les surveiller puis à les nourrir, c'est que dans le milieu naturel, ils vont rester avec les œufs, ils vont pas sortir pour aller chasser, pour la femelle, en tout cas. Mais nous, à l'aquarium, on est capable quand même de continuer à les stimuler, à les nourrir. Fait que on a déjà vu à l'aquarium des pieuvres qui continuent à vivre jusqu'à 1 an après avoir pondu. D'habitude, c'est quelques semaines. Mais c'est ça. On est capable d'aller jusqu'à 1 an parce que justement, on continue. Tant qu'on a une belle interaction avec eux, tu sais, qui sont quand même dynamiques, qui sont Stimulé. stimulés, c'est ça. On est quand même capable. Mais tu sais, le processus de dégénération, il part pareil. Là. Mhm. Tu sais, on C'est juste plus voit long. après la ponte que l'animal n'a pas l'énergie qu'il avait avant. Il ralentit. Puis, Ouais. puis si elle a des œufs, c'est parce qu'elle a été fécondée. Non, une pieuvre peut pondre sans avoir été fécondée. Autosuffisante en Elle plus. s'auto Ben, les œufs sont pas fertiles, c'est comme une Ok. poule finalement. Ah, OK. Ouais. Ouais. Ah, crème. Hein? Fait que, au final, l'ours polaire est plus intelligent que la pieuvre. Parce qu'il y a plus de temps pour apprendre. OK. Il est plus éduqué, finalement. Il est Ouais, pas il est nécessairement plus éduqué, intelligent. c'est ça. Parce qu'une pieuvre, tu vas lui donner, tu sais, n'importe qui cherche sur YouTube 4 secondes d'écart, qui cherche genre pieuvre intelligente, là, qui va regarder toutes les affaires que tu peux faire une pieuvre, la déduction qu'une pieuvre a pour être capable de passer, de faire de trouver une réponse complexe, là, Ouais. c'est assez phénoménal. là. Tu sais, si, mettons, comme le jouet de base, le premier jouet qu'on va donner à une pieuvre quand elle arrive, c'est qu'on va y mettre de la nourriture dans un pot de beurre de pinot qu'on va visser autant qu'on peut. La première fois, ça peut prendre 10-15 minutes là, avant de l'ouvrir, tu sais, puis c'est fort, fait qu'elle n'a pas besoin nécessairement de le dévisser, là, rien qu'à presser dessus, des fois, elle va le faire ouvrir. Mais la deuxième fois, là, 30 secondes, c'est fait, là. Tu sais, fait que, il faut toujours être imaginatif, il faut toujours trouver des nouvelles affaires. Tu sais, quand tu te promènes devant le bassin de la pieuvre, il y a un monsieur patate qui traîne à quelque part. Après ça, tu as des jouets pour enfants. On a des boules, les grosses boules hamster dans lesquelles on va mettre de la bouffe. On va remettre une autre boule dedans pour qu'on ait 2 à ouvrir. On a des labyrinthes qu'on est capable de changer la configuration, puis qu'il faut qu'elle passe ses tentacules pour aller chercher sa nourriture au milieu. Il faut être très, très, très imaginatif avec Est-ce une que tu penses que la pieuvre, elle reconnaît les intervenants? Oui. Ouais? Oui. Genre, elle sait que c'est toi qui l'as nourri aujourd'hui. Bien, surtout les personnes qui s'en occupent à tous les jours, parce qu'on a des guides animaliers qui sont vraiment dédiés à un secteur. Là. Mais oui, quand eux autres, ils arrivent avec la bouffe, puis ils ont leur façon, ils ont leur petit genre ils calent la pieuvre, là, elle est vraiment entraînée. Ils vont donner un petit coup sur le bord du bassin, faire une petite vibration dans l'eau, puis là, la pieuvre va monter, va aller les voir. OK. C'est ça. Puis c'est clairement, si, mettons, moi, j'y vais parce qu'elle n'est pas habituée de me voir, ça va beaucoup moins bien se passer que OK. quand c'est la personne avec qui elle travaille habituellement. Ça Hey, fait ça en que- si peu de temps aussi. Ben oui. Tu sais, S'ils vivent 3 ans, mettons. Là, Ben c'est ça, quand même, c'est ça que je dis. Si une pieuvre vivait plus longtemps que ça, elle pourrait dominer le monde, je pense. OK. Comme dans les Simpsons. Ouais, c'est ça.